Bon, du coup, je vous propose de commencer. Le meilleur pour la fin, comme on dit. Donc, nous accueillons aujourd'hui Jacques Virol, qui est dirigeant de Less & More. Donc, Jacques est un habitué de longue date, puisqu'il a l'habitude d'intervenir auprès de BPI France, et notamment dans le cadre de Big. Et en toute intimité, il va vous présenter la technique pour devenir le champion du pitch. Cette technique est élaborée depuis 10 ans au contact des dirigeants que BPI France accompagne, et elle est surtout fortement reconnue. Et Jacques, on a déjà des questions en live. Donc à vous de voir comment vous voulez. Ouais, on va y aller, et puis tu m'interrompras quand la question tombera à peu près sur le moment. Bonjour, d'abord, bonjour, cette fois officiellement bonjour, avec le sourire. Voilà, j'ai pas la chance de voir le vôtre, j'essaye de vous en faire un, puis je fais bonjour, je crois que la caméra est là. Bonjour à tout le monde. Bon, on va parler du pitch. Combien parmi vous... alors j'ai changé le titre, déjà pour commencer, vous êtes venu à un atelier qui s'appelle « Comment être champion du pitch partout dans le monde sans être champion du pitch ». En fait, j'ai fait un atelier la semaine dernière, ici, et je me suis dit... Il faut que je change le titre, il faut que je sois beaucoup plus direct. C'est quand on est français. C'est tout. OK ? Alors pourquoi je vous pose cette question ? C'est dur avec les masques de répondre. Je vais simplement vous demander de réfléchir un tout petit peu à un point clé, qui est, à l'insu de votre plein gré ou de votre plein gré, vous êtes français. Vous êtes donc dans une culture, vous êtes dans un mode d'éducation, et le pitch, c'est pas né en France. Le pitch, c'est pas né en France. Le pitch, c'est un truc américain. Et tout ce qu'on voit... pour l'apprendre, pour le connaître, est une traduction américaine. OK ? Pour simplifier. Le seul problème qu'il y a, c'est qu'un Américain, au jardin d'enfants, au kindergarten, il apprend à pitcher. Il apprend à vendre, à montrer que son teddy bear, il est meilleur que le teddy bear du voisin. On apprend à pitcher dès l'âge de 6 ans. D'accord ? Donc en fait, quand on apprend à des Américains à pitcher sur des techniques quand ils sont adultes, ils savent le faire depuis la plus tendre enfance. Donc ce que nous, on reçoit, c'est des trucs. C'est des trucs d'Américains, mais parce que la culture, ils l'ont déjà d'avant. Et donc nous, on se retrouve en prise avec des trucs et généralement, on patauge. Et c'est ce que j'ai vu en travaillant avec des centaines de chefs d'entreprise qui sont brillants, qui sont bons, mais qui sont mauvais en pitch. Mais pourquoi ils sont mauvais en pitch ? Tout simplement parce que ce n'est pas la culture de base. Et la culture, c'est un truc, c'est des bretelles qui vous rappellent sans arrêt sur vos défauts. Donc comment est-ce qu'on peut être super bon, partout dans le monde, et en étant français ? Ah, c'est là où ça devient super. C'est là où ça devient compliqué. D'accord ? Et c'est ça qu'on a travaillé ensemble, puisque avec BPI, l'idée de base, c'est que les gens doivent devenir performants vite. C'est pas qu'ils doivent devenir performants, c'est qu'ils doivent devenir performants vite. D'accord ? Donc comment on fait vite, sachant qu'on part avec un handicap ? OK ? On part toujours avec un handicap. Jusqu'à présent, vous me suivez ? OK. Alors, en fait, il y a 3 trucs à faire. Hein ? Il y a 3, vous essayez de retenir qu'il y a 3 trucs, parce que je ne vais pas mettre 1, 2, 3 comme il faut faire pour que vous le répétiez, il va falloir que vous suiviez, d'accord ? Donc il y a un premier truc, c'est qu'il faut adopter un état d'esprit. Vous ne pouvez pas rentrer dans n'importe quelle discussion de pitch, de présentation, sans avoir un état d'esprit. Donc c'est un état d'esprit sur lequel il faut que vous vous concentriez, d'accord ? Et cet état d'esprit, il a un nom tout simple, c'est champion. Vous ne pouvez pas entrer dans une discussion sans penser être un champion. Si vous voulez pitcher, alors je parle... OK, c'est partout dans le monde, donc je parle surtout de l'étranger. C'est vrai en France, mais c'est encore plus vrai quand on est à l'étranger. D'accord ? Si vous n'avez pas dans la tête que vous êtes un champion dans votre domaine, partez pas, restez chez vous, faites autre chose. Ça ne sert à rien. Pourquoi ? Toujours la même histoire, parce que tous les autres se sentent champions. Donc vous allez être confronté à des concurrents qui, dans l'âme, sont des champions. Je peux vous dire que les Italiens, ils pitchent comme des champions. Ils parlent avec l'accent italiano. Hein, et puis les Américains, ils y font paf, cash. Et puis les Chinois, chacun. Ils se sentent champions. Alors la deuxième question, c'est quoi être champion ? Je vais vous demander d'exercer vos neurones sur cette question aussi. C'est quoi être champion ? Être champion, c'est être un compétiteur. Mais surtout, c'est de se poser une question clé. Alors, quand vous commencez, ou quand vous êtes, je m'adresse là surtout pour le pitch, là, à des gens qui ont déjà des entreprises, d'accord ? Mais c'est vrai pour quand on a un projet. C'est plus dur quand on a un projet. Mais il faut se dire, dans quelle discipline je ne crains personne au monde, d'accord ? Mais ça peut être faire des cacahuètes salées pour diabétiques, d'accord ? C'est pas être le meilleur du monde. Si je peux aller n'importe où avec mes cacahuètes salées, je sais que je peux affronter n'importe qui, parce que je dois me sentir parmi les meilleurs au monde. Ça, c'est fondamental. C'est très dur, mais c'est fondamental. Moi, j'ai monté des startups qui se sont plantées, puis une qui a réussi, mais avec le recul, il n'y a pas photo.
Quand on se sent le meilleur au monde, on a une chance de réussir. Quand on ne se sent pas le meilleur au monde, on a 100% de chance de perdre. Simple, vachement simple. Maintenant, c'est compliqué parce que c'est un chemin parfois. Et quand on se plante, c'est qu'on n'est pas le meilleur au monde. Moi, on n'avait pas trouvé l'endroit où on était le meilleur. On pouvait affronter n'importe qui sur la planète. D'accord ? Et franchement, c'est une vraie question. Et vous allez voir à quelle vitesse ça va vous aider dans les projets. Il faut vous lancer dans un projet, même si c'est de vendre des tranches de pastèques au coin de la rue. Il faut aller voir s'il y a un gars qui vend des tranches de pastèques mieux ou moins bien que vous à New York. Et non, mais les tranches de pastèques, elles seront mieux parce qu'elles seront emballées, parce qu'elles seront françaises. J'en sais rien, moi. Mais c'est ça. Et la deuxième question, c'est, derrière, c'est quoi la différence qui fait que, paf, les gens craquent? Ok, lui, il a sauté pour la première fois la tête en avant. Il n'a pas simplement sauté plus haut. Il a sauté la tête en avant. Et c'est pas lui qui courait le plus vite, c'est pas lui qui avait les jambes les plus musclées. Non, c'est le type qui a pensé à sauter la tête en avant. Résultat, après, tout le monde saute la tête en avant. Hein, voilà. Pourquoi ? Parce qu'on saute plus haut. Ouais. Bon. Donc, du coup, on retient le gars qui saute plus haut, la tête en avant. Donc, c'est un champion de saut en hauteur, la tête en avant. OK ? S'il était juste champion de saut en hauteur, ça ne suffit pas. Et c'est là où on entre dans le vif du sujet. Donc, à partir du moment où c'était vraiment champion, hein, et là, moi, quand j'entraîne les gens, c'est de la boxe. Hein. Les chefs d'entreprise expérimentés, c'est de la boxe. Parce qu'un chef d'entreprise expérimenté, par définition, il a élargi sa gamme. Et quand il arrive à l'étranger, il n'est pas champion du monde dans toutes les disciplines, dans tout ce qu'il fait. Donc il est obligé de se concentrer pour pitcher là où il est le champion du monde. Sinon, on ne l'attend pas. Et ça a un nom. Ça a un nom. Ça a un nom. Ça a un nom. Ah ah, mystère, le nom. Hein. Alors, je vous ai mis cette petite flèche, pourquoi ? Maintenant, voilà, vous êtes français, hein, vous arrivez avec votre petite valise, là, et puis vous êtes en Corée, on ne vous attend pas, mais on est loin de vous attendre, et puis il y a plein de gens à côté de vous. Donc, si vous n'êtes pas super pointu, vous n'êtes pas dans la liste, d'accord ? Et ça a un nom, ça s'appelle le positionnement. Alors, le positionnement, il y avait Jérémy juste avant, prof à HEC. Moi, je peux vous garantir qu'à HEC, quand on a écrit positionnement, il y a des bouquins, mais les gens ne savent pas ce que c'est. C'est la manière dont on... Mais pourtant, le positionnement, c'est un truc qui n'est pas très compliqué à dire. C'est la catégorie dans laquelle vous évoluez. Je suis champion, je suis dans le saut en hauteur, ok ? Et la spécificité que vous amenez, la tête en avant, ok ? Et c'est ce que vous faites avec la différence que vous apportez. Et quand vous êtes capable de le dire, vous êtes positionné. Point final. Et ça, c'est un truc que personne ne vous prend. Hein ? On va le voir plus tard. Alors pourquoi je vous dis que c'est important ? Il y a une fille, c'est Laura Elmore. Est-ce qu'il y en a qui étaient à Big il y a quelques années ? Non. Big, il y a 3 ans, il y avait une fille formidable, formidable. Je vous engage vivement à retourner sur le site de BPI France. Vous tapez Big, Laura Elmore, 2017, d'accord ? C'était la coach de Steve Jobs, c'est la coach de tous les gars de la Silicon Valley. C'est une fille formidable. Et elle avait une particularité, c'est qu'elle coachait pour le compte de Business France et de BPI France, les jeunes boîtes françaises qui partaient aux États-Unis. Et sa conclusion, qui a été vraiment l'essentiel de son speech d'une demi-heure, c'est les Français, ils sont formidables, mais ils ne savent pas se positionner. Ils ne se positionnent pas. Donc mon boulot, c'est de les aider à trouver un positionnement et à savoir l'exprimer. OK ? Donc c'est pas moi qui le dis, c'est vraiment quelqu'un qui a plus de bouteilles que moi. Et donc c'est vraiment notre premier défaut français. Notre premier défaut français. Deuxième, le premier, c'est qu'on ne se sent pas champion dans l'âme, d'accord ? Donc comme on n'est pas champion, on arrive, je vais vous présenter quelque chose que je trouve intéressant. Tu vois ? Rien à foutre. Les mecs, ils veulent quelqu'un qui dise, vous allez découvrir un truc que personne d'autre fait au monde. OK ? Voilà, différence, hein ? Différence. Deuxième chose, c'est qu'on a l'habitude de dire, je suis capable de tout faire, j'ai une grande expertise, j'ai réfléchi. Or, le vrai problème, c'est d'être pointu. On ne choisit pas. On a peur de choisir. D'accord ? Parce que l'université nous a appris à ne pas choisir, etc. C'est tout, hein ? C'est pas individuel. C'est là où c'est fou, c'est culturel. Donc il faut qu'on prenne nos travers culturels, qu'on les retourne et qu'on en fasse des forces. OK ? Donc je sais que je ne dois pas choisir, donc je sais que je dois positionner. Et tant que je ne positionne pas, c'est pas la peine de prendre mon passeport. Bon, heureusement, vous avez le temps avec le Covid, vous ne partirez pas tout de suite, mais hein, OK ? Pour vous préparer, donc se positionner. Alors on se positionne comment ? Alors c'est là où ça devient rigolo. C'est le premier point, on se positionne. Mais comment ? Il y a un gars, pas tout jeune, hein, Daniel Carasso, 103 ans, c'est le fondateur de Danone, qui me l'a dit, tout simplement. Alors, je dis tout ça parce qu'il me l'a dit, hein, mais c'est simplement parce que c'est une vérité. Il m'a dit, vous savez, j'ai compris le secret de la réussite. J'étais aux États-Unis, je vendais mes yaourts,
Et j'arrivais toujours pas et en fait, le jour où j'ai compris qu'il fallait que j'ai... À l'époque, ça s'appelait un slogan. Eh ben, j'ai compris que c'était ça la réussite. Et ça, j'ai mis du temps à le trouver. Il a mis 10 ans à le trouver. C'est Danone, sain et naturel, le dessert délicieux des digestions difficiles. Danone, sain et naturel, le dessert délicieux des digestions difficiles. Vous avez compris? La catégorie, c'est un dessert délicieux qui est sain et naturel. OK? Point. Et il est pour les digestions difficiles. Ça, c'est son originalité. Hein? C'est le saut en hauteur et la tête en avant. OK? Mais c'est pas juste je fais un dessert délicieux. Non, ça suffit pas. Il faut qu'il soit pour les digestions difficiles. Mais vous allez me dire, ouais, mais il est aussi bon pour ceux qui n'ont pas de digestion difficile. Eh oui. Et c'est bien ça l'art du positionnement. L'art du positionnement, c'est de dire, ah non, c'est super bon, il n'y a rien d'autre pour les gens qui ont les digestions difficiles. Et puis du coup, bah oui, si j'ai pas la digestion difficile, je le trouve bon. Et puis je l'achète. Voilà. Et donc il n'a pas bougé de ça, et ça n'a pas bougé pendant 20 ans. OK? Et donc, alors on est dans les temps modernes, mais la recette, c'est qu'il faut 10 mots. Alors ça, c'est la recette que peu de gens connaissent, qui vous permettent, vous, de faire la différence. Tant que vous n'avez pas exprimé en 10 mots ce qui est votre catégorie et votre différence, eh ben, il faut continuer à travailler. Voilà, c'est tout. Alors vous allez me dire, pourquoi 10? Et là, j'ai une réponse imparable, parce que 10. Ouais. J'en ai pas d'autres. Parce que 10, parce que ça se retient, parce que ça marche, parce que dans tous les cas, on est arrivé à 10, et qu'à ce moment-là, on se dit, c'est bon. Hein? Voilà. Le dessert délicieux des digestions difficiles. Sain et naturel, Danone, le dessert délicieux des digestions difficiles. OK? Hein? XXX, la dernière fois, l'explosif civil qui n'explose jamais par accident. OK? L'explosif civil qui n'explose jamais accidentellement. Point. Fini. Et surtout, on ne commence pas à raconter un roman. Vous comprenez le truc? Ça, c'est dur. Croyez-moi, c'est difficile. Parce que ça nécessite des renoncements, ça nécessite du travail. Avant de trouver la formule, on met du temps. Et puis, on en a une bonne, elle n'est pas si bonne. On rencontre des gens, on l'améliore. Ça se construit. Mais c'est ça qu'il faut chercher. Ce que je suis en train de vous dire, c'est vous savez que vous cherchez vos 10 mots. Donc, une fois que vous êtes positionné, vous avez fait ce qu'on appelle la brèche dans l'esprit du marché. OK? Vous avez fait la brèche. Maintenant, il faut la consolider, cette brèche. D'accord? Ça ne suffit pas de faire une brèche. Ah, j'ai compris qu'il y a un dessert difficile. Ah, un dessert délicieux pour les digestions difficiles. Mais il faut prouver. Si vous ne prouvez pas, vous êtes juste un player. Il faut que vous ayez des preuves. Donc, la deuxième étape, c'est qu'il faut être positionné, puis il faut savoir prouver. Alors, à votre avis, comment on prouve? Quand on fait un pitch, comment on prouve? Qu'est-ce qui fait qu'on prouve? Je sais que vous n'allez pas répondre, il y a des matchs, je ne peux pas vous passer l'écran. C'est pour être pseudo-interactif, on appelle ça. Hein? Ouais, voilà. Donc, vous faites travailler vos neurones 2 secondes, vous dites, comment est-ce que je peux prouver? Qu'est-ce qu'il fait? Alors, la plupart des gens, ils déroulent un argumentaire. Hein? Ils déroulent un argumentaire. Alors, voilà, j'ai eu un jour dans un atelier le patron de Rustol. Alors, Rustol, il m'a dérouillé, c'est un entourouille, en multifonction, il stoppe et stabilise la rouille, tu vois? Ouais, et je dis, non. Alors, et puis qu'est-ce qu'on découvre après? Ben, Rustol, ça protège la statue de la liberté contre la rouille. Alors, qu'est-ce qui couvre un plus? Que je vous dise, moi, je fais le truc qui protège la statue de la liberté contre la rouille, ou je fais un truc qui dit OK? Pas photo. Sauf que les Français, eh ben, ils ne donnent pas leur exemple. Et quand ils donnent des exemples, ils disent j'ai des références. Mais ce n'est pas des références qu'il faut donner. Ce sont des success stories. D'accord? Et là, il y a un mot, là encore, que notre langage nous empêche de prononcer, c'est succès. Et vous, il faut que vous distilliez du succès. Il faut que les gens en face de vous, ils soient en face de succès. Il faut qu'ils récoltent du succès. Donc ce mot, il doit revenir sans arrêt. Voilà le succès dont on est fier. On est fier du succès remporté à New York quand on a gagné le contrat de la Statue de la Liberté. Okay? Puis on est fier également du succès qu'on a remporté en Chine, quand les supermarchés de la zone la plus polluée nous ont choisis parce que ça résiste à la corrosion. Ça, c'est des succès dont on est fier. OK? Donc le succès est important, même si c'est un petit succès. Et n'oubliez pas la force des mots. Dites succès, pas pensez succès. C'est raconter sous forme de petite histoire, c'est succès. Quand on commence, la question m'est souvent posée, on en trouve toujours des succès. Avoir convaincu sa femme, sa concierge, sa petite amie, c'est un succès. OK? Mais il faut voir une histoire de succès. Alors ça, déjà, nous, on ne le fait pas. Hein, d'accord? On a des références, on a des exemples, mais on n'a pas des succès. Il faut être fier des mots. OK? Je suis positionné, puis j'ai un succès. Ah, je suis content. À New York, dans le Bronx, ils n'ont plus la chiasse.
À New York, on a diminué les maux de ventre de manière vraiment importante parce que les gens consomment du yaourt. Voilà, ça me suffit. Comprenez? Mais c'est concret. Mais une fois que c'est concret, c'est bien, sauf que ça ne suffit pas. Hein, à chaque fois, vous avez compris, je vous amène une sorte de double détente. Une fois que vous savez qu'il faut vous prouver, comment est-ce que ça fonctionne? Et là, il y a un Indien qui m'a dit un truc dans un stage, qui m'a dit en anglais, excusez mon accent, je vais le faire en indien, only stories with figures can travel. Only stories with figures can travel. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que si vous n'amenez pas des chiffres là-dessus, ça ne marche pas. Alors, pas n'importe quel chiffre, parce que... Non. Une formule. Rustol, ça coûte 20% plus cher, ça double le temps de durée d'une peinture. Ça coûte 20% plus cher, ça multiplie par 2 le temps, donc ça diminue les coûts totaux par 2. OK? C'est ça la formule. Et cette formule-là, il faut la trouver, la façonner. Steve Jobs disait parfois tordre la réalité, pas mentir. Hein. Enfin, si c'est 1,8 fois 8, vous pouvez dire 2, quoi. Puis si c'est 2,2, vous dites 2. Tout le monde s'en fout. C'est un ordre d'idée dont on a besoin. Il y avait 1000 chansons dans l'iPod. Est-ce qu'il y en a un seule personne qui a mis 1000 chansons dans un iPod? Personne. 998, 70, non. Mais on met 1000 chansons dans l'iPod, point, final. J'ai décidé, OK? Donc vous, votre boulot, c'est de trouver votre formule. C'est de tourner votre équation. Et là, j'en ai plein des comme ça. Hein. La dynamite, 100% des gens qui ont essayé cette dynamite qui n'explose pas, l'ont gardée. C'est tout. Okay, personne n'est revenu à la dynamite, à la nouvelle dynamite qui n'est pas de la dynamite. 100%. Poum. Jacques, on a une question. Oui. De Valérie, comment donner des success stories quand il s'agit d'un tout nouveau projet de produit encore non commercialisé? Eh ben, il faut se débrouiller pour en avoir une, y compris si elle est totalement, toute petite. Je vais vous raconter, j'ai rencontré quelqu'un, j'ai convaincu quelqu'un de me suivre. Une success story, c'est convaincre quelqu'un de me suivre. Une success story, c'est j'ai réussi à obtenir qu'on me prête des locaux gratuitement. C'est montrer la force d'attraction et de conviction que vous avez sur votre produit. Au début, c'est vous. Ça devient après votre produit. Mais au début, c'est ça. Et puis, tant qu'on n'a pas ça, c'est que du PowerPoint. Il faut arriver à trouver quelque chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, pratiquement, on ne peut plus rien faire si on n'a pas commencé à faire. Hein, on ne peut pas venir juste avec une idée, il faut commencer à la faire. Hein, ça, c'est la vraie réponse, il faut commencer à faire, puis vous racontez ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Voilà. Puis vous êtes très content, vous avez réussi à trouver des volontaires. Voilà. Et puis vous racontez cette histoire-là. Point. OK? Il y en a une autre ou je continue? Je continue, puis on m'interromprait après. Ça me fera du bien, ça me prendra le souffle. Jusqu'à présent, vous avez pigé? Hein? Franchement, alors là, hein, vous êtes français, vous entrez, vous êtes champion, OK? Au lieu de... OK? C'est pas un pitch, c'est pas un exposé, c'est pas une présentation, c'est un pitch. OK? Poum! OK? Donc, il faut que je sois positionné. Je vous ai pas dit qu'il faut le dire tout de suite, hein, mais si j'ai pas ce positionnement en tête, don't go. OK? 2, est-ce que j'ai 2, 3, 4, 5 exemples dans la poche que j'ai appris à raconter pour me raconter ma success story? Hein? Voilà. Très vite. Hein, très très vite. Hein, une Chinoise qui essaye les brosses de la dame qui était là la dernière fois et qui dit oh, « C'est incroyable, ces brosses, elles sont plus efficaces sur les cheveux que tous les produits que j'ai achetés jusqu'à présent. » Terminé, l'affaire est entendue. J'ai acheté une brosse et ça m'a remplacé tous mes produits de soins de cheveux pour l'année. Voilà. OK? Point. Voyez? Mais il faut... C'est un travail, parce que ça ne vient jamais spontanément dans une discussion. Jamais. Jamais. Et donc il faut vraiment... C'est de l'entraînement, c'est un sport. OK? Alors, une fois qu'on a fait ça, qu'on a sa formule, une fois qu'on sait, qu'est-ce qu'il faut faire? Alors là, généralement, les Français, ils disent, bah voilà, j'ai tel objectif, je voudrais vous rencontrer, on a ça comme objectif de développement. Et là, ça descend. Ça descend, pourquoi? Parce qu'à côté, il y a un Italien qui te dit, wow, vous allez voir, on va conquérir le monde à la manière italienne, on va faire la Renaissance avec mon produit. Je le joue un tout petit peu, quoi. Et les Américains, ils ont dit, avec ça, terre brûlée, on n'a plus un concurrent dans 10 ans. Hein, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une troisième étape qu'il faut faire, qu'on a du mal à faire naturellement, c'est se projeter. Mais pas se projeter en chiffres uniquement, ou en, ah ben voilà mes objectifs pour l'année prochaine, voilà mes objectifs à 3 ans. Franchement, tout le monde, enfin, c'est pas que tout le monde s'en fiche. Ils vous poseront la question s'ils sont intéressés, y compris les investisseurs. Hein. Je dis tout le temps, c'est vis-à-vis de n'importe qui. N'oubliez pas qu'un pitch, c'est se mettre dans les meilleures conditions possibles pour avoir que des bonnes questions. D'accord?
Donc, si vous n'avez pas dit des choses, vous aurez les questions. Donc, vous n'êtes pas obligé de tout dire et de vous tirer des balles dans le pied tout le temps. Hein. Vous pouvez absolument dire peu de choses, mais qui fassent que ça crée l'attraction. Et qu'est-ce qui fait l'attraction? D'abord, c'est de voir en grand. D'accord? C'est de voir grand. Si vous voyez petit, vous resterez petit. Si vous voyez grand, vous avez une chance d'arriver moyen. OK? OK? Et quand vous voyez très grand, vous avez une chance d'arriver très grand. Maintenant, n'oubliez jamais que dans les startups, tout ça, ou même pas les startups, quand il y a un nombre d'échecs qui est important. Mais il faut voir grand. Si vous ne voyez pas grand, vos chances de réussite sont très faibles. Donc, il faut dans sa tête se dire, c'est quoi? Alors, le meilleur exemple que j'ai, c'est Elodie. Là. Elodie, ouais. Elodie, vous voyez, c'est une start-up. Elle s'appelle Urban Canopy. On l'a aidée. Juste pour vous donner une idée, Elodie, on l'a pitché 2 heures. Un déjeuner, 2 heures de discussion. D'accord? Donc, en vous racontant ça, elle rafle tout. OK? Rafle tout. Hein? Voilà, on pourra appeler rafle tout. Elodie, elle arrive. D'abord, elle ne fait pas un quart du visage en vert. Et à votre avis, pourquoi elle ne fait pas un quart du visage en vert? Eh bien, parce que la promesse d'Urban Canopy, c'est simple. Enfin, c'est simple à exprimer. Si vous couvrez un quart d'une ville en vert, vous gagnez 4 degrés dans la ville. Si on couvre la ville, imaginons que toutes les villes soient couvertes un quart en vert, c'est comme si on avait couvert un continent. OK? Donc notre rêve, c'est couvrir un quart des villes en vert. Et nous, on va vous proposer et Urban Canopy, c'est l'idée de couvrir un quart des villes en vert. Un quart des villes en vert, ça fait ci, ça fait ça, ça fait ça. OK? Et ça fait un monde meilleur. D'un coup, c'est cette capacité à voir plus grand. Je reprends ma dynamite. Imaginez que le gars, il arrive et qu'il dise quand même, c'est intolérable qu'il puisse y avoir encore un mort civil par des explosions dans le cadre civil par de la dynamite, sachant qu'il y a un explosif qui n'explose jamais de manière accidentelle. Donc mon combat, c'est qu'il n'y ait plus jamais personne qui meurt dans un accident de dynamite. OK, ça fait 10 000 morts par an. Voilà mon horizon. Alors, traduit dans votre pays, c'est ça. Traduit sur votre marché, c'est ça. Mais prenez de la hauteur, ayez du souffle et essayez de donner ce que j'appelle une réalité augmentée à votre produit. Hein? Cette réalité qui fait que les gens vont entrer dans votre histoire. Voilà, alors une fois qu'on en est là, vous êtes pratiquement au bout de chemin, vous avez tout pour pitcher en champion. C'est-à-dire que vous avez tout l'entraînement, mais vous n'avez pas encore pitché en champion partout dans le monde. Il me reste 7 minutes pour faire le partout dans le monde. D'accord? Ce que je voulais vous dire là, c'est que si vous n'êtes pas capable de faire ces 3 points, si vous ne les avez pas mentalisés comme un champion, vous ne serez pas champion. À l'inverse, si vous le faites, vous avez une chance d'être champion. OK? Et je rappelle, il y a, je crois, l'actuel entraîneur de la championne du monde de saut en hauteur qui voulait s'adapter à tous les terrains. Et elle n'arrivait pas à être championne du monde. Et son entraîneur lui a dit, arrête de t'adapter. Arrête. Fais ta routine, la routine sur laquelle tu t'es entraîné. Et tu deviendras championne du monde. Et elle est devenue championne du monde. Alors je pousse le paradoxe là-dessus, parce que la plupart des gens cherchent à s'adapter selon les pays. Vous allez toujours entendre, il faut s'adapter. Bien sûr qu'il faut s'adapter. Sauf que, avant, il faut être un champion. Sinon, vous adaptez en étant un médiocre. Alors ça ne sert à rien de s'adapter au milieu du peloton, franchement. Hein, c'est juste, vous serez à la traîne, hein, vous ne serez jamais en haut du peloton. D'accord? Donc, en fait, maîtriser ces gestes qui sont vraiment un entraînement caractéristique du sportif. Quoi, hein. À partir de ce moment-là, vous êtes mûr pour aller vous promener. Alors, comment est-ce qu'on voit le monde quand on va se promener? Et comment on le voit d'ailleurs avec BPI France et Business France qu'on travaille ensemble. Alors, et comment je le vois du point de vue du pitch? C'est très réducteur, mais ça marche. Ça marche. Ah, je peux vous dire que ça marche. Hein. Moi, bon. Vous n'êtes pas obligé de me croire. En plus, je ne vends rien, donc je me sens hyper à l'aise. Ça marche. Alors, il faut voir le monde d'une certaine manière, avec une grille. C'est-à-dire que chaque pays, chaque endroit où on arrive, il faut essayer de visualiser, vous allez voir après, parfois c'est un peu confus, mais de visualiser l'endroit où vous arrivez, le pays, la circonstance, à travers un crible qu'on a mis au point dans les années récentes ensemble. Premier point, c'est quoi la culture de ce pays? C'est quoi la culture, en général, les grands traits culturels du pays? Ce sont des archétypes, mais croyez-moi, les archétypes ont la vie dure. Hein, les Français ne sont pas des champions, les Français font des exposés, pas des pitchs. Ben voilà, hein, ça c'est un archétype et c'est la vérité. Donc les archétypes ont la vie assez dure et pas pour rien. On va voir un peu ce que j'entends par là. Il y a un point qui est super important, c'est de comprendre la vision qu'ils ont de leur futur. Un Indien, il voit le futur en grand. Un Singapourien, il voit le futur en avant-garde. Vous voyez ce que je veux dire? Un Américain, il voit le futur en conquête. On ne voit pas le futur avec le même scénario. Et chaque pays a un scénario du futur. Et c'est passionnant, et ça on l'a vu dans chaque fois qu'on fait comment on appelle ça,
Ah, je retrouve les warm-up avec BPI France et Business France. C'est quoi la vision du futur? Quand vous avez compris la vision du futur, après, il faut se dire, moi, French, comment on me voit? Alors, il y a des endroits où on vous voit positivement, il y a des endroits où on vous voit négativement, puis il y a des endroits... Et donc là, il faut s'ajuster, et je dis bien s'ajuster, à la vision que les gens ont des Français dans leur domaine. C'est pas si compliqué, mais c'est ça. Et le troisième point, il faut trouver comment je fais la connexion. Comment je fais la connexion? Il y a des... vous allez au Mexique, je ne sais pas si c'est toujours le cas, mais on fait l'abrasso, je ne sais pas s'il y en a qui sont mexicains, ils vous prennent la main dans le dos, c'est pour vérifier si vous n'avez pas d'armes à l'origine, mais si vous vous reculez quand quelqu'un vous prend dans les bras, c'est foutu. Si un Indien vous invite à un mariage, ça ne veut strictement rien dire. C'est pas parce que vous êtes copains, si vous invite quoi. Si vous invite chez lui avec sa femme dans la cuisine, ça veut rien dire. Ça veut rien dire, ça veut dire simplement qu'il continue le business 24 heures sur 24. Donc ne vous dites pas je suis proche. Il y a des tas de trucs, ça, c'est très très bien expliqué dans les briefs, dans les produits, et puis dans la doc. Voilà, mais vous le découvrirez, mais c'est hyper important. Quand vous avez ça, vous avez... Voilà, alors je vais montrer l'Inde. Bon, l'Inde, on va pas parcourir l'Inde, mais c'est juste pour vous montrer ce que ça donne. L'Inde, on voit que c'est un pays multiculturel et que c'est un pays qui est soudé par un mythe, qui est une épopée qui est le Mahabharata. Et les Indiens, ils adorent les histoires. Ils racontent des histoires. Ils se posent pour raconter des histoires. Ils croient à les histoires... Pour eux, c'est parole d'évangile, si j'ose dire. Donc il faut raconter des histoires. Okay, c'est un pays qui est positif. Voilà. C'est un pays qui voit le futur en grand. Le temps, il voit le futur en multiple 3. Le temps que vous ayez réussi à commencer à vous implanter, le pays, le marché aura multiplié par 3. Donc il faut des gens capables de voir 3 fois plus gros. Il faut des gens qui voient le futur en gros. D'accord? Ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Tout de suite en grand. Après, vous, il faut parler business, business, business. Everybody makes business, okay? Business is the only religion in India, okay? On fait du business, quel que soit. Un pauvre, il fait du business. Tout le monde fait du business. Donc il faut parler business, parler business, parler business, parler argent, parler revenus, parler... Comment faire le contact? C'est 24 heures sur 24, il ne faut pas arrêter de faire de la pression. Il faut envoyer des trucs à 4 heures du matin, à 3 heures du matin, à 2 heures du matin. Il faut être là tout le temps. Et puis ça gêne personne parce qu'ils répondent tout de suite, okay? Donc c'est un mode de relation que vous n'aurez pas ailleurs. Alors, je le fais de manière archétypale, c'est juste pour vous... Et là, vous allez trouver quoi? Vous allez trouver, sur votre mode d'entraînement, la manière de vous ajuster. On le verra après. Alors, si je prends les États-Unis, si je mets New York, je l'ai mis pour finir un petit peu, parce que c'est marrant. New York, c'est l'ambition. Si vous n'avez pas d'ambition, traversez pas l'Atlantique. Okay, je vois qu'il me reste 2 minutes 46. Donc, ce que vous allez faire, ce sont des nuances de pitch. D'accord? Pas changer votre pitch, vous allez le nuancer, vous allez prendre des exemples un peu particuliers, peut-être que vous allez commencer par l'épreuve plutôt que le positionnement ou par le rêve plutôt. Vous allez nuancer, mais vous allez toujours jouer la même partition. Et le jeu est là, vous pouvez vous projeter, vous serez prêt pour pitcher en champion. Et si vous avez vraiment mentalisé le rêve, vos success stories avec la formule, et que vous savez vous positionner, vous êtes libre pour jouer partout dans le monde. Et gagner surtout. Voilà, ok, c'est ce que j'avais à partager avec vous. Ça marche. C'est assez clair à expliquer. Je ne vous dis pas que c'est facile, ça serait de la surpromesse, ok? Ça se rôde avec le temps. Mais c'est ça le programme d'entraînement que vous pouvez vous faire vous-même. Voilà. Y a-t-il des questions? On a une question. Pitcher avec un support PowerPoint, c'est facile, mais pitcher sans support, c'est plus compliqué. Vous avez un avis sur le sujet? Ah ouais, j'en ai un, ouais. Avec un paperboard. Le meilleur pitch, c'est avec un paperboard. Ah non, mais c'est vrai, Guy Kawasaki, qui est pratiquement le gars qui a le premier à peu près, on va dire, organisé ce que c'est qu'un grand pitch. Et vous arrivez avec un paperboard. Pourquoi? Parce que les autres n'arrivent pas avec un paperboard, parce que c'est naturel, donc je le pousse. Voilà quoi. Franchement, ça n'a pas d'importance. Par contre, il vous faut quelque chose de physique. Malheureusement, avec le Covid, c'est compliqué, mais il faut venir avec quelque chose. Alors, si c'est votre paperboard, c'est votre paperboard. Si c'est un exemple, mais il faut incarner les choses de manière physique. Voilà. Paperboard est plutôt l'ennemi de la présentation que son allié. Le PowerPoint. C'est plutôt l'ennemi que l'allié, parce que si vous savez tout par cœur, vous pouvez quand même vous ajuster au mieux en fonction, et voilà. Et puis vous récapitulez ça sur un paperboard. Alors que votre présentation, parfois, vous en êtes prisonnier. Ouais, j'étais prisonnier là. Voilà, un petit peu. Parce que je savais qu'il y aurait peu d'interaction vu que vous avez tous des masques. Mais c'est un peu une prison, c'est pas la liberté, le PPT, point. Ou PPTX même d'ailleurs.
Voilà. Non, on ne peut pas s'en passer, hein, qu'on soit clair aussi, on ne peut pas s'en passer. Mais plus il est court, mieux ça vaut. Je reviens, ça me donne un truc. Revenez toujours à cette mentalité. C'est quand vous entrez en pitch, on me demande souvent c'est quoi la bonne durée d'un pitch. Et moi je dis, c'est un tiers plus court que ce qu'on vous donne comme temps. On vous donne 10 minutes, faites-le en 7 minutes. Le vrai problème, c'est de créer un espace d'interaction. Et donc vous n'êtes pas obligé d'avoir... Grosso modo, en 2 minutes, on peut pratiquement tout faire. Mais après, on commence la discussion. Bon, de toute façon, il n'y a personne qui suit, c'est le dernier atelier. Hein, donc la retransmission s'arrête, mais au moins, on ne va gêner personne après. Puisque c'est le dernier atelier. Hein, voilà. 2 minutes. L'exercice en 2 minutes, il se fait très bien. Il se fait très bien. S'il y a quelqu'un qui veut tenter un pitch, il peut. Hein. Voilà. OK, vous positionnez. Hein, vous retenez Danone. Hein, j'ai ma pot de yaourt. Hein. OK, je me positionne. Waouh, waouh, waouh. Hein, Danone, le dessert délicieux des digestions difficiles. La preuve, c'est que les gens le prennent, ils se régalent et en plus, ils ont moins mal au ventre. Hein, voilà. Je l'ai vérifié dans les hôpitaux, je l'ai vérifié chez les enfants de 8 à 2 ans en Espagne et je l'ai vérifié là. Et avec cette boisson, je vais conquérir le monde parce que c'est pas tolérable que les gens puissent encore avoir mal au ventre alors qu'ils peuvent se faire plaisir et puis avoir mal au ventre. Rappelez-vous, sain et naturel, Danone. Le dessert délicieux des digestions difficiles. OK? À vous de jouer. Et régalez-vous. On a un truc, nous, avec Nicolas Dufour, c'est quand on arrive à un bon niveau, on transforme l'enjeu en jeu. D'accord? Et que dès que vous avez pigé ça, dès que vous dites « ouais, je remets pas en cause le programme d'entraînement », là, vous dites « comment je vais les attraper ?» Ah, par quoi je commence? Ah ben non, je ne vais pas me positionner, je vais commencer par autre chose. Vous jouez avec votre palette, d'accord? Et c'est là où ça devient un jeu au vrai sens du terme, et vous allez exprimer du plaisir, et les gens le verront. Voilà, c'est un peu de temps. Enfin, il faut du temps, hein. Ah, il y en a qui mettent 30 ans, moi j'ai mis 25 ans. Et pourtant, j'en faisais beaucoup avant. Hein. Voilà. Non, mais je veux dire, il faut du temps pour arriver à ça. Mais c'est le chemin. Ce que je voulais vous dire, c'est ce chemin-là. Si vous ne le quittez pas, franchement, vous allez très, très vite performant. OK? On arrête, je vous remercie. Et voilà.